Bonjour et bienvenue dans Pause Sexo, le podcast qui parle de sexualité en toute liberté. Salut Céline. Salut Pascal. Tu es médecin, psychiatre, sexologue. Tu es aussi l'auteur de 2 livres sur le sujet, la sexualité masculine et féminine dans tous ses ébats, édité chez Fayard. Quant à moi, je suis à l'origine de plusieurs podcasts qui questionnent les relations, l'amour et la sexualité. Dans ce 3e épisode, on parle de désir. Qu'est-ce que c'est le désir ? Qu'est-ce que c'est le désir ? C'est ça ma première question. Que tu me souffles. Exactement. Non, qu'est-ce que c'est le désir ? Parce que c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer qu'est-ce que c'est le désir. Voilà, le désir sous toutes ses formes. Alors le désir, déjà le désir, ce n'est pas seulement le désir sexuel, évidemment. Donc le désir dans sa globalité, c'est quand même au fondement de la vie humaine. On parle du désir de vivre, par exemple, du désir d'aimer, du désir d'être aimé. C'est ce qui nous pousse vers l'autre. C'est l'élan qui nous pousse vers les autres. D'ailleurs, le terme latin, desiderare, nous vient du latin qui veut dire cesser d'être sidéré. Donc, siderare, sidéré. Donc, cesser d'être figé et se mettre en marche. Voilà ce que c'est. Ça. Ça c'est le mot latin. Ça, c'est l'étymologie du mot désirer. Désirer, donc cesser. C'est se mettre en marche. Cesser d'être figé. Donc il y a une notion d'action. Une notion d'action dans le désir, bien sûr. Le désir pousse à l'action. D'accord. Bien sûr. Le désir, c'est ce qui nous pousse à agir, qui nous pousse à avoir envie, qui nous pousse à aller vers l'autre, qui nous pousse à avoir envie de quelque chose en particulier. Donc, le désir, c'est quelque chose qui est d'origine psychologique. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on a dans notre psychisme, dans notre conscience, peut-être même dans notre âme. C'est vraiment le fondement de la vie humaine. Ah oui, à ce point-là. Sans désir de vivre, par exemple, on ne vit pas. On ne vivrait pas. C'est parce qu'on a le désir de vivre que l'on vit. C'est pas seulement une succession de besoins matériels qui fait qu'on vit. On a le désir de vivre. D'accord. D'ailleurs, c'est un des drames de la dépression. Dans la dépression, par exemple, dans la mélancolie, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de désir de vivre. Et pourtant, on vit quand même. On se suicide. Dans la dépression. Et on a même le désir de mourir. D'accord. Donc, c'est ce qui pousse au suicide, malheureusement. Donc, le désir de vivre, oui, c'est très important de le nourrir, en tout cas. Et de voir d'où ça vient, comment on peut le nourrir, etc. Donc, c'est ce qui... le désir, ça va être vraiment dépendant à la fois du dedans, du dehors, du biologique, du psychologique, du personnel, du relationnel, du neurologique, du sociologique, donc le poids de la société sur nos désirs, notamment sur nos désirs sexuels, on y reviendra. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui fait que l'on recherche le plaisir, la satisfaction et la récompense. Donc ça revient à la question du plaisir dont on parlait dans les podcasts précédents. Donc c'est vraiment, il y a une vraie distinction entre le désir et le plaisir. C'est-à-dire que le désir, c'est ce qui nous pousse à avoir du plaisir. C'est vraiment... C'est la récompense, c'est le désir, c'est ce qui est avant, c'est ce qui fait qu'on est figé et qu'on arrête d'être figé pour revenir à la définition étymologique. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a un élan vers quelque chose. Et le désir sexuel, ça va être plutôt, donc ça va être défini dans cette lignée. Le désir sexuel, ça va être défini comme l'augmentation des pensées et des fantasmes sous l'influence de certaines stimulations externes sensorielles, notamment, mais aussi des pensées, donc qui nous poussent à vouloir se rapprocher de quelqu'un d'autre dans le but, avoué ou non, d'avoir une relation sexuelle ou de prendre du plaisir de nature sexuelle. Voilà ce que l'on pourrait définir comme le désir sexuel. D'accord. Et dans un couple, par exemple, il n'y a pas que du désir sexuel. Il y a aussi du désir relationnel, quelque chose qui nous pousse vers la relation à l'autre, et pas seulement dans le fait d'avoir besoin ou d'envie de prendre du plaisir de la relation sexuelle, mais toujours de la relation dans sa globalité. C'est-à-dire que le couple, c'est ce désir sexuel plus d'autres désirs, le désir de relationnel.
Le désir relationnel, le désir partagé, le désir de donner, le désir de recevoir, le désir, enfin tous les désirs de l'être humain, hein, et puis pas que dans la relation de couple d'ailleurs, hein, dans toutes les relations humaines, ça fonctionne comme ça. D'accord. Donc c'est un phénomène qui est complexe, hein, vraiment très complexe, qui fait intervenir donc comme on l'a vu des nombreux facteurs, et c'est un phénomène qui se passe d'abord dans la tête, contrairement par exemple à l'excitation sexuelle qui se passe dans le corps. Mais l'excitation sexuelle a aussi à voir avec le désir, puisque c'est aussi parce qu'on désire qu'on va provoquer de l'excitation sexuelle, ou alors parce qu'on ressent de l'excitation sexuelle qu'on va avoir envie. Donc ça, c'est aussi important de connaître, de savoir qu'il y a deux sens en fait. Ça peut partir du corps et en plus après on peut avoir le désir, et ça peut partir du désir et après ça peut passer dans le corps. Ça c'est important de savoir parce que ça définit ce que l'on appelle le désir spontané et le désir réactif. C'est quoi ça ? C'est quoi D'abord, c'est quoi le désir spontané ? C'est quoi le désir réactif ? Et quelles sont les différences entre les deux ? Alors, le désir spontané, c'est le désir tel qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire le fait que l'on a spontanément, à la suite de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos pensées, de nos fantasmes, de nos émotions, ce qui fait qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, qu'on a envie de partager un moment d'intimité, en tout cas sexuelle, avec quelqu'un. Donc ça, c'est le désir qui est spontané. C'est le premier temps de la réponse sexuelle. C'est-à-dire que on a donc dans les années 60, il y a un couple qui s'appelle Master and Johnson qui ont travaillé sur les différentes étapes de la réponse sexuelle. Ce sont vraiment les premiers à avoir étudié la réponse sexuelle de manière scientifique, avec des expériences, des mesures de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, avec ils ont créé par exemple des appareils de mesure spécifiques aussi pour mesurer par exemple les contractions du périnée lors de la réponse orgasmique, parce qu'on sait aujourd'hui que quand on a un orgasme sexuel, la réponse orgasmique, c'est quoi la réponse ? La réponse, c'est-à-dire les différents temps de la montée de l'excitation, de la sexualité qui aboutit ou pas, mais qui aboutit généralement à l'orgasme. Donc on sait par exemple qu'il y a d'abord la phase de désir, ensuite il y a la montée de l'excitation, une phase de plateau. À la suite de cette phase de plateau, il y a une montée très brusque qui correspond à l'orgasme, une redescente, c'est ce qu'on appelle le temps de la résolution de l'orgasme, et ensuite chez l'homme, une période réfractaire, c'est-à-dire le temps où on ne peut plus avoir de montée d'excitation. C'est un graphique là. J'aurais pu suivre ce que tu dis en faisant un trait. Donc voilà, on peut avoir aussi travaillé donc de manière à se faire augmenter la durée de la phase d'excitation, la phase de plateau pour augmenter l'intensité de l'orgasme, par exemple. Donc il y a des différentes phases de cette réponse sexuelle qui se travaillent. Bref, on y reviendra, je pense, plus tard. Donc ça, c'était le désir spontané. Donc c'est la première phase de la réponse sexuelle telle qu'on l'entend habituellement. Mais il y a un autre type de désir qui s'appelle le désir réactif. Donc, c'est-à-dire qu'il advient en réaction à des stimulations érotiques, sensuelles, à des caresses, donc après la phase d'excitation. C'est-à-dire qu'il y a d'abord finalement une phase d'excitation, le désir qui monte, et ensuite la suite de la réponse sexuelle. Ça, ce type de désir, il a surtout été étudié par Emily Nagoski, qui est une sexologue américaine, et donc elle a montré, donc dans ses études, que à peu près 75% des hommes avaient plutôt un désir de type spontané, et que seulement 15% des femmes ont un désir de type spontané, 30% ont plutôt un désir de type réactif, pur, et 55% ont un type de désir mixte, à la fois spontané et réactif. Et ce qu'on retrouve souvent dans les relations de couple qui durent, c'est-à-dire qu'on voit souvent, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais on voit souvent, par exemple, des couples qui arrivent où l'homme a un désir qui est spontané, et puis la femme qui est plutôt dans un désir réactif qu'elle ne connaît pas, et donc elle va dire non, moi j'ai jamais de désir. Et quand on les questionne un peu, en fait on s'aperçoit que la femme, en fait, elle a un désir réactif, et que pour elle c'est pas un vrai désir parce que c'est pas un désir spontané, alors que c'est un vrai désir. Et je trouve que de dire aux zones
C'est des manières différentes, en fait. Deux types de désirs différents. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Mais alors, on a tendance à penser qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre parce qu'on a une vision qui est assez, comment dire, c'est-à-dire qu'on est dans une société où la norme est définie par le masculin. Encore aujourd'hui. Donc en fait, grosso modo, c'est parce que l'homme a un désir spontané, ça va être le désir qui est normal. Le désir de référence. Ça va être le désir de référence et le désir... Cette catégorie-là, du coup, l'autre est moins bien. On a l'impression que c'est moins bien. Ouais, on a l'impression que c'est moins bien. Oui, alors que c'est pas vrai. Socialement comme tel, alors que pas du tout. Voilà. Et en plus, on a l'impression que c'est moins bien quand on le connaît, mais en général, on le connaît même pas. Donc c'est important de le connaître. Voilà. Je découvre qu'il y a ces deux différences dans le désir, quoi. C'est fou. Oui. Et donc c'est important de le dire au couple parce que c'est dommage de se priver de ce moment de complicité, d'intimité, qui est quand même une source de plaisir, qui est simple, qui est saine, parce que finalement on refuse ce désir qui est réactif en se disant bah non, si j'ai pas des désirs spontanés, c'est que j'en ai pas, quoi. Et puis il va pas me forcer. Enfin, je veux dire, je vais pas me forcer non plus. Et puis est-ce que je me force, est-ce que je me force pas? C'est beaucoup des choses qu'on entend aussi aujourd'hui. Les femmes qui remettre en cause leur désir, et c'est à juste titre. Je veux dire, qu'est-ce que je désire vraiment en dehors des normes de la société? Comment se construit mon désir? Qu'est-ce qui fait que je vais désirer telle chose ou telle autre? Est-ce que c'est parce que la société m'apprend que c'est bien de désirer ça ou pas? Enfin, vous voyez, se questionner sur son désir, c'est fondamental. Mais c'est important, moi je trouve, de savoir de connaître ce type de désir. Donc là, les chiffres que tu as dit, ça correspondait à ces 75% des hommes qui ont un désir spontané. Oui. Et quel pourcentage des femmes ont un désir réactif? Et 15% des femmes seulement ont un désir spontané. Et en matière de désir réactif? Alors, 30% à avoir un désir réactif pur. Les femmes? Ouais. Et 55% à avoir un désir mixte. Mixte, c'est-à-dire parfois réactif, parfois spontané. Et en même temps, dans les couples qui débutent, c'est aussi pour ça qu'on est un peu tenu en erreur. C'est que dans un couple qui débute, par exemple, les deux ont toujours des désirs spontanés. C'est-à-dire que dans un couple amoureux, l'état amoureux fait qu'on est dans un tel bain de neuromédiateurs. On a ce qu'on appelle le désir à fleur de peau. On est dans ce qu'on appelle une sexualité extraordinaire, comme le définissait Philippe Renaud dans son bouquin que je vous conseille, Un jour mon prince. Donc c'est un livre dans lequel il parle de l'état amoureux et notamment de tous les bouleversements neurobiologiques qu'il y a dans l'état amoureux, qui fait qu'on a vraiment à cette période-là le désir à fleur de peau et que le désir est spontané des deux côtés. Après l'état amoureux, vient le moment de la construction du couple, de l'engagement, et donc du couple qui dure, où chacun va trouver sa vitesse de croisière et où on va voir réapparaître la question des différents types de désirs. Donc on a un désir qui est d'une certaine manière au début de la relation, qui peut évoluer. Donc on peut avoir un désir spontané pendant les 3-4 mois de la lune de miel du début d'une histoire d'amour. 3-4 mois, c'est court quand même. Ah, pardon. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça quand même. Ça peut être plus long que ça. Cette phase, elle peut être plus longue. Ah, autant pour moi, d'accord. Oui. Okay. L'état amoureux, ça peut durer jusqu'à 2-3 ans quand même. 2-3 ans, ok. Ouais. Génial. Ok, donc pendant 2-3 ans, on est là-dedans. C'est pour ça que, comme il s'appelle Beck BD, avait écrit... L'amour dure 3 ans. Ouais. Et après ces 3 ans, le désir, il se recalibre différemment. Et donc, si on avait une nature à avoir un désir plutôt réactif, voilà. Pendant ces 3 ans, on peut avoir eu un désir spontané. Et donc, il faut... Ça va redevenir un désir actif. Donc, c'est une... Oui, c'est une espèce, c'est un recalibrage. C'est-à-dire qu'on a une relation avec une personne pendant 3 ans où le désir s'exprimait d'une certaine manière, et au bout de 3 ans, il faut savoir que ça va changer pour ensuite pouvoir en discuter en disant peut-être que c'est ça. Oui, et pas penser que c'est une perte de désir pour son partenaire, et pas penser que non plus que c'est une perte d'amour du coup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent désir et amour. C'est pas parce que je ne désire plus quelqu'un que je ne l'aime plus. Et le désir, il est tellement complexe et il dépend tellement de facteurs, que ce soit interne, externe, on le verra tout au long de ce podcast. On va détailler tous les facteurs qui peuvent influencer les désirs, que ce soit en plus ou en moins.
que le désir n'a pas grand-chose à voir avec l'amour. Donc on peut continuer à aimer quelqu'un sans éprouver de désir, que ce soit de manière passagère ou plus longue. Oui. Ouais, non, mais c'est presque une évidence à le dire et à l'entendre, mais il faut pouvoir l'entendre régulièrement. Alors, donc, juste pour terminer cette définition du désir, c'est que on entend souvent les hommes dire j'ai besoin de faire l'amour, j'ai besoin d'avoir une sexualité, etc. Donc il faut quand même rappeler que la sexualité en tant que telle, elle n'est pas de l'ordre du besoin, mais que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une sexualité qui va être plus de l'ordre de la pulsion, du cerveau pulsionnel. Et que ils vont éprouver beaucoup de frustration du fait de ne pas que la femme ne réponde pas favorablement à leur pulsion. Ça, c'est quelque chose que l'on entend. Mais encore une fois, la sexualité n'est pas un besoin fondamental de l'être humain. Donc, on peut se passer très bien de sexualité et on doit apprendre à gérer ses frustrations. C'est comme si finalement on avait des pulsions alimentaires, c'est-à-dire qu'on avait envie de manger et qu'on mangeait à chaque fois qu'on avait envie de manger. Je veux dire, on fait ça quand on a 3 mois ou 3 ans. Mais en tant qu'adulte, c'est compliqué de répondre en permanence à ces pulsions. Je crois qu'à un moment donné, il faut que notre cerveau cognitif ou raisonnable, notre cortex frontal reprenne un peu le contrôle et puis puisse décider que c'est important aussi pour la relation de pas tout le temps mettre la pression à l'autre dans une sexualité qui serait que pulsionnelle, où finalement l'autre en plus se sent vraiment objectivé. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on est face à des hommes comme ça, on a l'impression que moi ou une autre, finalement ce serait la même chose. Que lui, ce qu'il a juste envie, c'est d'avoir de la sexualité ou d'avoir du sexe. Et que si c'était moi ou une autre, finalement ce serait la même chose. Alors tu as fait le parallèle avec la nourriture, avec quand on a faim, c'est pas... Enfin, on pourrait manger tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que si on faisait ça, si on mangeait tout le temps, médicalement, on serait un peu en galère parce que c'est pas bon pour l'organisme. Bah oui, bien sûr. Et puis finalement, c'est aussi source de souffrance. Et puis ces hommes-là aussi, c'est une source de souffrance pour eux. Donc c'est aussi peut-être une question d'éducation que d'apprendre aux garçons et aux petites filles d'accepter la frustration. Et peut-être que culturellement, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais peut-être que culturellement, on prend beaucoup plus aux petites filles à gérer leur frustration qu'aux petits garçons. Je ne sais pas, j'ai l'impression, après je ne suis pas sociologue, mais ça pourrait être une explication au fait que les femmes ont plus de facilité à gérer leur frustration que les hommes, en règle générale. Alors, comment ça marche un peu le désir au niveau, je sais pas, de la chimie ou des... Alors, alors c'est compliqué, la chimie du désir, la neurobiologie du désir. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui se place dans notre cerveau. On sait donc sous l'influence de pensées, de fantasmes, de caresses, voire même de souvenirs, d'expériences passées, le cerveau va libérer des substances chimiques comme la dopamine, dont on avait déjà parlé dans le podcast sur le plaisir, et va inhiber la sécrétion d'autres composés. Donc, c'est-à-dire qu'on a des substances qui vont favoriser le désir et on a d'autres substances qui vont inhiber le désir. D'accord ? Donc, dans les substances qui favorisent le désir, il y a notamment la dopamine, comme on a vu, il y a la noradrénaline, il y a l'ocytocine, et dans les substances qui vont plutôt... Et la testostérone, évidemment. Donc ça, c'est vraiment l'hormone du désir, la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone du désir. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc ça, c'est important à savoir. La testostérone, c'est l'hormone du désir chez l'homme et chez la femme. Ça veut dire que plus on a de testostérone, plus on a de désir. Alors pas forcément, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un taux de testostérone minimal pour que le désir fonctionne bien. Mais par exemple, on sait qu'il y a des variations de la testostérone. Par exemple, on sait qu'il y a un pic matinal de testostérone qui fait que les hommes ont souvent plus de libido le matin que le soir. Il y a un pic de testostérone à l'adolescence.
qui fait qu'on est dans une pic de libido aussi à l'adolescence. Et il y a une baisse de la testostérone avec l'âge, qui fait qu'aussi que le désir diminue avec l'âge. Et il y a même des variations saisonnières du taux de testostérone. Par exemple, a priori, il y a des variations, c'est-à-dire qu'elle est plus élevée en hiver et jusqu'au printemps, et plus basse en été. Mais les variations, elles sont vraiment très faibles, c'est de l'ordre de 5%. Donc chez l'être humain, ça semble pas très pertinent de dire que ça puisse entraîner une variation du désir selon les saisons. Voilà, donc la testostérone, c'est vraiment l'hormone du désir. C'est vraiment celle qui intervient le plus dans la question du désir. Donc ça, et chez la femme aussi, hein, puisque la femme produit de la testostérone, évidemment en moindre quantité que chez l'homme, hein, mais c'est aussi l'hormone du désir chez la femme. Donc dans les hormones, c'est la testostérone surtout, et puis donc dans les la dopamine, par exemple, donc elle est produite par le cerveau, donc elle est produite par les circuits de la récompense, de la motivation, mais aussi de la mémoire. La noradrénaline, elle intervient dans tout ce qui est phénomène d'excitation sexuelle, c'est-à-dire c'est elle qui est responsable, par exemple, du cœur qui s'accélère, de la hausse de la tension artérielle, de la transpiration, des tremblements, etc., notamment dans l'orgasme. L'ocytocine, donc j'en parlais aussi dans le podcast sur le plaisir, elle est produite, on sait aujourd'hui, en très grande quantité pendant l'orgasme. Donc ça veut dire que aussi quand on jouit ou lorsqu'on atteint l'orgasme lors du rapport sexuel, on augmente l'attachement à son partenaire, puisque l'ocytocine est l'hormone de l'attachement. Et elle est favorisée par tout ce qui est contact corporel. D'où l'importance, effectivement, si vous voulez éviter d'être quitté, hein, de caresser votre partenaire. Alors, de la caresser encore et encore et encore. Question. Et inversement. Un parallèle un peu rapide que je vais faire. Et donc, ça veut dire que si la partenaire ne jouit pas, elle va pas s'attacher. Eh bien, en tout cas, alors, elle s'attachera, oui, parce qu'il y a l'ocytocine n'est pas que produite par l'orgasme, mais elle est beaucoup produite lors de l'orgasme. Ok. Et donc, cette ocytocine, elle va provoquer tous les phénomènes d'apaisement, de calme, de bien-être, etc. Il y a une autre hormone qui joue un rôle important, c'est la prolactine. La prolactine. Exactement, la prolactine. La prolactine, elle est produite aussi en quantité importante pendant l'orgasme et elle favorise aussi l'apaisement, la détente après les rapports, et elle est aussi responsable de la baisse de désir après un orgasme. C'est parce qu'on sécrète aussi de la prolactine qu'après l'orgasme, on a moins de désir. Et on le voit par exemple, donc la prolactine, c'est plutôt une hormone qui va diminuer le désir, c'est-à-dire qui va provoquer une sensation de satiété, hein, et on va le voir notamment chez les hommes qui ont des adénomes à prolactine. Ce sont des hommes qui vont plus avoir de désir, et chez les femmes, pendant la lactation, où il y a une énorme production de prolactine, il y aura également moins de désir. D'accord, donc plus il y a de prolactine, moins il y a de désir. Plus il y a de prolactine, moins il y a de désir, mais plus il y a de bien-être. Ok. C'est à voir. Alors, juste pour reprendre sur la testostérone, parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, c'est que la testostérone, donc oui, c'est l'hormone du désir chez les hommes, et il faut savoir qu'il y a des choses qui vont diminuer les taux de testostérone. Hein. Bon, ça, je le dis pour des hommes qui pourraient avoir des troubles du désir, qu'il faut rechercher. Donc, effectivement, il y a des causes physiques. Bon, on reviendra aussi sur les chapitres quand on parlera de la testostérone. Mais ça diminue évidemment avec l'âge, mais aussi avec une activité physique continue. Hein. Les grands sportifs ont une diminution du taux de testostérone. Quand on fait trop de sport, on n'a plus de testostérone. Diminue son taux de testostérone. Ouais. Pourquoi ? Ben, c'est comme ça. Ah, donc faut. Enfin, si on... c'est comme tout, hein, les excès sont bons en rien. Ah d'accord, ok. Et, oui. Et le stress diminue la testostérone aussi. Ah, oui. La prise de poids, hein, puisque la testostérone se transforme en oestrogène, ce qui fait que ça diminue le taux de testostérone et qu'on prend des seins, notamment quand on est un homme. Hein. Donc voilà.
Donc, si on veut retrouver du désir, notamment, la perte de poids, ça peut favoriser de retrouver. Dans le bon sens, D'ailleurs, on voit des hommes qui perdent beaucoup de poids et qui, du coup, retrouvent du désir. Ça se voit. Et ils pensent que c'est aussi parce que ils se sentent plus désirés, plus désirables, etc. Mais c'est aussi en partie parce que ça fait réaugmenter leur taux de testostérone. Et si pour perdre du poids, ils vont à la salle de sport? Il faut pas trop d'excès. Pas trop d'excès. Donc il faut y aller raisonnablement, juste assez pour perdre du poids. Après, je sais pas, franchement, je pense que la prise de poids est plus délétère que l'excès de sport. D'accord. Donc ça, c'était pour la chimie globalement, pour la chimie du désir. Pardon. Ouais. Donc maintenant, on va peut-être se questionner sur le rapport entre le désir et le cerveau. Alors le désir et le cerveau, donc on a vu tous les neuromédiateurs et toutes les hormones qui sont nécessaires pour avoir du désir, notamment sexuel, mais pas que. Donc autant vous dire que quand il y a une baisse de désir ou quand il y a trop de désir, il va falloir rechercher un peu tout azimut. C'est-à-dire qu'on va essayer de passer en revue tous les facteurs qui vont influencer d'une manière ou d'une autre la question du désir dans un couple. Donc c'est un travail qui est un travail d'enquête et qui peut parfois même être très long. Donc tous ces neuromédiateurs, ils vont ce qui se passe, c'est que les informations que l'on a, les informations sensorielles, les stimulations, que ce soit par la vision, que ce soit par l'ouïe, que ce soit par le toucher, par les pensées, ça va venir stimuler donc des zones précises du cerveau spécialisées dans le désir. Cette aire cérébrale va traiter ces informations comme source de plaisir, comme information érotique, et cette aire cérébrale va à son tour, grâce à tous ces neurotransmetteurs, et notamment grâce à la dopamine, transmettre ces informations aux différentes zones du cerveau qui vont être impliquées dans l'action, c'est-à-dire ce qui va nous pousser à faire l'amour, dans le mouvement, de quelle façon on va faire l'amour, dans les émotions, qu'est-ce que je vais ressentir pendant que je fais l'amour, dans l'attention, le fait de me focaliser sur ce que je suis en train de faire, et ça on verra qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, où il y a des gens qui me disent « Ah mais moi j'arrive pas à me concentrer, je pense à autre chose, je pense à ma grand-mère ou je ne sais quoi ». Voilà, donc ça aussi ça va passer par les zones du cerveau dans l'attention et dans la mémorisation. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans les empreintes amnésiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on mémorise l'expérience comme étant agréable et on va avoir envie d'y retourner, de refaire la même chose. La seule différence, et ça se passe de la même façon dans le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. C'est-à-dire que le désir, au niveau cérébral et neurobiologique, n'a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Ça, c'est important de le dire. Parce que souvent, on a l'impression que quand on parle de sexualité masculine, on a l'impression que elle est mécanique. La sexualité masculine est mécanique. Mais pas du tout. La sexualité masculine est autant dépendante du psychisme que la sexualité féminine. Mais tout autant. Sauf que c'est méconnu chez les hommes. D'ailleurs, moi, quand je reçois des hommes en consultation, ils sont très, très déçus quand je commence à leur dire que c'est dans leur tête. Eux, ils préféreraient que je leur dise que c'est mécanique, qu'il y a un truc à faire, qu'il y a un médicament à prendre, et que basta, c'est fini, c'est réglé. Bah non, la sexualité masculine est aussi dépendante du psychisme que la sexualité féminine. Seulement, les hommes, en général, ont moins l'habitude que les femmes de se pencher sur leurs ressentis corporels, sur ce qu'ils ressentent, sur leurs émotions, etc. Et c'est plus compliqué pour eux d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur corps, dans leur cerveau, dans leurs ressentis, dans leurs émotions, etc. Donc la seule vraie différence entre désir masculin et désir féminin que l'on a pu voir, c'est que le désir masculin était plus stimulé par l'activité du cortex visuel. C'est-à-dire que les hommes sont plus sensibles à la vision dans la stimulation érotique que les femmes.
elles vont plus être sensibles au toucher, aux caresses, aux pensées, aux fantasmes, etc. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres choses sur le cerveau et le désir, ou est-ce que tu veux aborder un autre sujet, auquel cas on fera dans la deuxième partie du podcast? Alors, je voulais juste dire que ce qui est important de savoir, et je trouve que c'est un message d'espoir aussi, que le désir n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'on peut désirer à tout âge. Et que vraiment, on peut redésirer aussi à tout âge. J'ai une de mes patientes qui est mariée, qui avait 80 ans et qui était tombée amoureuse d'un homme de 60 ans, par exemple, et qui avait donc eu des relations qui avait désiré cet homme de 20 ans de moins qu'elle. Donc le désir, c'est vraiment à tout âge, y compris chez les ados, tout au long de notre vie. C'est-à-dire que même passé un certain âge où on pense que ça s'éteint, en fait, on peut retrouver du désir et on peut avoir de la stimulation à ce niveau-là. Bien sûr. C'est incroyable. Ouais. Elle était incroyable, cette femme que je suivais. Incroyable. Mais parce qu'en fait, tous les blocages sont dans la tête. Les blocages sont dans la tête. Si on s'empêche pas de désirer, on peut désirer à tout âge, bien sûr. D'accord. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Et puis c'est la pression de la société aussi. On nous fait penser qu'après 50 ans, les femmes, elles ne sont plus désirables. C'est totalement faux. Enfin, je veux dire, bah oui, complètement. Moi, je viens d'avoir 50 ans. J'ai pas l'impression du tout d'être bonne à mettre au rebut, quoi. Je veux dire, oui. j'ai même plutôt l'impression que ça ne fait que commencer globalement et que le plus beau reste à venir. Je suis oui, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est tout un champ qui s'ouvre, au contraire, plutôt qu'un champ qui se ferme. Tout à fait. Très bien. On va continuer à parler du désir dans la suite de cet épisode qu'on retrouvera dans 15 jours. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les livres de Céline, La sexualité masculine dans tous ses ébats et La sexualité féminine dans tous ses ébats, qui sont édités chez Fayard. Les liens seront dans la description. Je tiens à préciser, c'est notre 3e épisode. C'est un podcast gratuit qui est fabriqué de manière indépendante sur notre temps libre. Donc on compte sur vous pour nous rémunérer en like, en commentaire et en partage. Voilà, c'est gratuit, ça nous aide à exister dans la jungle des podcasts. Donc si ça vous a plu, voilà, la meilleure chose à faire, c'est de partager. Partagez-le autour de vous, c'est gratuit, ça prend pas de temps. Et puis si vraiment vous voulez participer plus activement, allez consulter les livres de Céline dans les liens qu'on vous met en description. Ils sont disponibles à la Fnac et pour ma part, venez me voir en spectacle. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de l'épisode sur le désir. Dans 15 jours.